Le ministère de l'Intérieur décidera de la sanction. 5 fonctionnaires de police étaient convoqués hier en conseil de discipline pour de multiples manquements, 8 mois après la mort de Chahinez. Cette mère de famille de 31 ans a été brûlée vive par son ex-compagnon à Mérignac le 4 mai dernier. Elle avait porté plainte à plusieurs reprises, notamment auprès d'un policier, lui-même condamné pour violence conjugale. La mort de Chahinez a mis en lumière une série de défaillances, suscitant l'émotion jusque sur les bancs du Sénat. Rien n'a été fait pour protéger cette femme, alors que tous les voyants étaient au rouge. Tandis que des femmes ont encore été tuées ces derniers jours, combien de drames auraient pu être évités? La police et la justice en font-elles assez? À son arrivée à l'Élysée en 2017, Emmanuel Macron s'est engagé contre les violences faites aux femmes. Une femme meurt tous les 3 jours en France. De cela, nous devons tous nous sentir responsables. Depuis, de nouveaux outils ont été déployés, à commencer par les ordonnances de protection, le développement du dispositif téléphone grave danger et des bracelets anti-rapprochement. Un travail de formation des policiers a également été engagé, mais les violences continuent. C'était le 24 juillet. Bouchra avait 43 ans. Le collectif Nous Toutes milite notamment pour la création d'une juridiction spécialisée. Il faut que la justice s'adapte, comme en Espagne. Ils ont des tribunaux dédiés qui font que les plaintes sont tout de suite suivies des faits, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Alors la France doit-elle se doter d'une justice à part? Moyens, formation, prévention, quels sont les leviers à actionner? Comment combattre les violences faites aux femmes? On va en parler avec nos 3 invités. Maître Dayan, Michel Dayan, bonsoir. Vous êtes avocate et présidente de Lawyers for Women, une association de juristes pour la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes par le droit. C'est bien ça? C'est bien ça. De l'association. Et selon vous, face au féminicide, chaque maillon est défaillant et dysfonctionne en France, de la police au parquet. Pour bien lutter contre un sujet spécifique, il faudrait une justice spécifique. Vous alignez donc sur les suggestions de Valérie Pécresse. C'est bien cela. À côté de vous, David Lebars, bonsoir. Vous êtes commissaire de police et vous êtes secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, le CSPN. Et vous estimez qu'une justice spécifique ne réglerait pas le problème. Il faut spécialiser policiers et gendarmes et faire en sorte que les informations circulent largement mieux entre la police et la justice. Et à côté de vous, bonsoir monsieur Jean-Pierre Rosenweg. Vous êtes ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny et vous considérez qu'il faut améliorer la coordination entre les institutions. Mais ce qui est central, selon vous, c'est surtout que les hommes arrêtent de battre les femmes et de les tuer, évidemment, dans le cas des féminicides. Alors, on démarre avec précisément ce chiffre. Oui, Elisabeth, Anne. 3, car depuis le 1er janvier 2022, 3 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou par leur ex-conjoint. Juste pour rappeler les chiffres des dernières années, donc l'année dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 113 de ces meurtres par conjoint ou par ex-conjoint de femmes en France, contre 102 en 2020 et 146 en 2019. Maître Michel Dayan, depuis quelques années, on a vu apparaître un terme qu'on ne connaissait pas avant, qu'on n'employait pas avant, celui de ce féminicide. Qu'est-ce qu'il recouvre exactement? Est-ce que c'est un terme juridique? Est-ce que c'est un terme d'usage? Et de quoi on parle quand on parle de féminicide? Alors, ce n'est pas un terme juridique, ça n'est pas dans la loi pénale. Il n'y a pas une qualification? C'est une qualification sociologique. C'est un terme d'ailleurs qui vient du Mexique. La première fois, c'est à Chihuahua, dans l'état de Chihuahua, que ce terme est apparu, féminicide. Il y a combien de temps à peu près? Alors, le Mexique est très en avance sur nous sur les violences de genre, en revanche très en retard dans l'application de la loi. Voilà. Le féminicide, c'est tuer une femme parce qu'elle est femme et surtout parce qu'elle est sa femme. Voilà. Ah, c'est sa femme. Ça veut dire que... Mais au sens de l'appropriation, pas nécessairement conjugale. Il n'y a pas de définition juridique, mais la définition sociologique, c'est quand même tuer une femme, soit parce qu'elle est une femme sur la voie publique, mais quand c'est à l'intérieur de la famille, et c'est de ce dont on parle, c'est parce qu'elle est sa femme. Donc je pense que ce terme, il est important, parce qu'il nomme les choses, que si on nomme pas les choses, alors on ne lutte pas efficacement contre les fléaux. En revanche, il n'est pas entré dans la loi, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, ça divise les juristes. Est-ce qu'il faut le faire entrer ou pas dans la loi pénale? Je ne pense pas que ce soit le débat de ce soir, mais c'est quand même une question à se poser. On peut peut-être juste, avant de s'adresser à vous, commissaire de police, poser la question, il faudrait que ça rentre dans le...
le terme féminicide, ou ça ajouterait une confusion, ou au contraire ça éclaircirait le... Je ne sais pas si ça ajouterait une confusion, ça vraiment l'intérêt, c'est d'identifier un problème. C'était le débat sur l'inceste. Pendant des années, la législation n'a pas changé. On pouvait punir les relations incestueuses, mais le mot devait être prononcé. Pour les victimes, il était important qu'il soit prononcé. Donc c'est la même question qui est posée pour le féminicide. C'est vraiment les violences intrafamiliales sur des femmes, effectivement. Et c'est un vrai problème de société, ça c'est clair. David Lebars, juste sur les évolutions, parce qu'avant on ne comptabilisait pas, là on vient de parler de féminicide d'un terme, avant on parlait même de crime passionnel, donc on revient de loin. Du chemin. Oui. Est-ce qu'on a des statistiques un petit peu sur le long terme pour savoir où on en est par rapport à il y a quelques années, par rapport à il y a 10 ans, 20 ans? Est-ce que le phénomène s'amplifie, se réduit, est stable? Ou est-ce que les femmes portent plus plainte lorsqu'elles ont la chance de ne pas mourir sous les coups de... C'est déjà un des problèmes pour faire des statistiques fiables, d'abord parce que l'outil statistique est récent. Deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, c'est bien, vous avez raison, il faut nommer les choses et dire féminicide, peu importe si c'est juridique ou pas, ça dit déjà les choses. Moi, je préfère le terme violence intrafamiliale, mais ça revient à la même chose. C'est sa femme, mais c'est la sphère familiale. C'est-à-dire qu'un homicide sur la voie publique d'une femme qu'on ne connaît pas, ça n'a rien à voir avec la violence intrafamiliale. Donc, c'est la sphère familiale, proche ou un peu plus éloignée. Les statistiques ne sont pas fiables parce que la libération de la parole fait que ces chiffres-là ne peuvent pas être comparés à ceux d'il y a 20 ans, où il y avait une sorte de cloche, et puis vous venez de dire le terme, un crime passionnel, ça donnait déjà quasiment une excuse pour celui qui l'avait commis. Il y avait de la passion, or c'est pas de la romantisme. C'est de la haine, c'est de la sauvagerie, c'est parfois beaucoup plus. Donc voilà. Mais ça veut dire juste que ce terme ne recouvre pas, par exemple, les crimes dont on entend parler parfois de jeunes filles qui sur des crimes d'honneur ou des choses comme ça, parce que où ça le recouvre quand même, parce que ça. Si, ça recouvre. Si, on tue une femme parce qu'elle est femme. Un crime d'honneur, on tue une femme parce qu'elle est femme. C'est une violence de genre, en réalité. Et parce qu'elle considère qu'elle nous appartient, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, de la propriété, d'exercer sa propriété moi, sur le corps féminin. Dans les affaires de violences intrafamiliales, de violences faites aux femmes que je vois dans mon cabinet, en effet, un des ressorts, c'est la possession. Ouais. C'est qu'elle vous appartient, elle est presque chosifiée. Et qu'elle échappe éventuellement. Exactement. Et c'est au moment d'ailleurs où elle ne veut plus appartenir à cet homme violent qu'alors l'alerte est maximale sur le danger et que le féminicide, souvent, est potentiellement imminent. Jean-Pierre Rogenwald, ça a été, les violences faites aux femmes ont été déclarées grande cause du quinquennat. Il y a eu plusieurs lois qui ont été promulguées sur la question. Quel est le bilan? D'abord, grosso modo, quel est l'arsenal qui a été développé et quel est son bilan aujourd'hui? Je ne suis pas capable, magistrat honoraire, je ne suis pas capable de faire le bilan pour le gouvernement. Surtout sur l'application des lois. Et puis, pour être plus sérieux, il faut du temps pour voir comment une loi se développe, comment elle est appropriée aussi, comment elle évolue dans sa pratique. C'est sûrement pas des lois régressives. Oui, ça veut dire que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Par exemple, l'ordonnance de protection pour les femmes, et qui peut intervenir dans les 6 jours, c'est une mesure qui ne va pas jusque-là où nous aurions souhaité. Moi, j'aurais souhaité que ce soit le jour même. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'une femme porte plainte, elle puisse être placée hors de la portée de son conjoint ou de son ex-conjoint. Domicile familial sans avoir la crainte de perdre les enfants. Souvenez-vous que la femme qui quittait le domicile familial il y a 20 ans ou 30 ans était entre guillemets une salope, une mauvaise mère, et qu'on devait lui retirer ses gosses. Donc ces femmes, pour rejoindre la question que vous posiez tout à l'heure sur les chiffres, il y a un chiffre noir important parce qu'il y a la honte de révéler. Mais il y a aussi l'inquiétude sur l'avenir. C'est moi qui vais être puni. Non seulement j'ai reçu des coups, mais je vais perdre mes gosses. Je vais perdre la face par rapport à ma famille, par rapport à mes amis, mais en plus, je vais perdre mes gosses. Sans compter, je peux aussi perdre la vie. Donc, effectivement, pour rejoindre la question que vous posiez, je pense que le bilan législatif sur le papier est bon. On parlait du Mexique tout à l'heure. D'autres pays ont des très bonnes lois. On va parler de l'Espagne. Un des problèmes qui est posé en France, c'est le fossé entre les droits affichés et les droits réels. Regardez, on a condamné en 2018 les châtiments corporels. Il n'empêche que les violences faites aux enfants au sein de la famille restent très importantes. Violences physiques et violences sexuelles. David Lebars, hier, ont comparu 5 policiers mis en cause dans l'affaire de Shahinez Daoud, qui a été battue par son ex-conjoint, puis immolée dans la rue, n'est-ce pas, et qui en est morte, évidemment. Il y a un problème il y a clairement un problème avec la manière dont la police, ou certains policiers, dans certains commissariats, réceptionnent, puisque c'est à l'intérieur de cette réquisition, les plaintes, lorsque les femmes viennent se plaindre? Il faut être très prudent, parce qu'hier, c'est le volet administratif, c'est le volet disciplinaire qui s'est déroulé. J'ai siégé en tant que commissaire pour juger mes pairs, PAIRS.
Moi, je vois un point positif. D'abord, il y a un devoir de transparence. La police nationale l'a fait. On a passé notre chaîne hiérarchique devant les instances disciplinaires pour savoir ce qui n'a pas fonctionné. Oui, parce pour qu'un des policiers était lui-même concerné par les violences conjugales. Il y avait ce point-là, puis il y avait peut-être aussi des dysfonctionnements dans l'enquête, ou en tout cas des erreurs qui ont été commises. Moi, tout ce que je vois, c'est que la police nationale l'a fait. Il faut que la chaîne pénale dans sa globalité soit en mesure de le faire pour qu'on trouve les leviers, les points d'amélioration, pour que tout ce qui peut être empêché puisse l'être. Ce que disait Jean-Pierre Rosenzweig, le premier des responsables, c'est le criminel, c'est l'assassin. Mais une fois qu'on a dit ça, on ne les empêchera pas tous de passer à l'acte, mais si on peut réduire ce volume-là à une portion parfaitement normale et que seul l'imprévisible soit ce qui se passe, eh bien, on aura déjà progressé. Alors, les dépôts de plainte, comment ça se passe, Nadia? Oui, ça fait l'objet, en tout cas, d'une bataille de chiffres assez récente, puisque d'un côté, le ministère de l'Intérieur a dévoilé, c'était en mars dernier, un audit selon lequel 90% des femmes victimes de violences conjugales, donc qui vont porter plainte, sont satisfaites de l'accueil qui leur est fait, de la manière dont est reçue cette plainte par les forces de l'ordre. Et c'est un chiffre qui, évidemment, a été jugé plutôt invraisemblable par beaucoup de personnes, et notamment par les associations, plusieurs d'entre elles qui ont mené leur enquête de leur côté, en l'occurrence le collectif Nous Toutes, que vous connaissez tous, qui a publié un document tout à fait terrible, qui est basé sur près de 3500 témoignages anonymes qui ont été récoltés en une quinzaine de jours grâce à un questionnaire en ligne. 70% des femmes, des répondantes, font état d'une mauvaise prise en charge, et il faut bien comprendre quel fait et quelle proportion ça recouvre. Dans les affaires donc, de violences conjugales, les victimes, les femmes, dénoncent un refus pur et simple de prendre la plainte ou un découragement de porter plainte dans 56% des cas, donc dans un cas sur deux, une banalisation des faits dans 68% des cas, donc par les forces de l'ordre au moment du dépôt de plainte, et même une solidarité affichée et parfaitement assumée avec les personnes mises en cause pour près de 3 plaignantes sur 10, on appelle ça la double peine, et on peut ajouter à ça un rapport qui a été publié par le Haut Conseil à l'égalité qui, lui, énumère des critères objectifs qui rendent le dépôt de plainte douloureux ou en tout cas éprouvant pour les femmes dans les commissariats, les espaces ouverts, le fait qu'ils soient ouverts la plupart du temps, la promiscuité, l'attente ou encore le bruit. Maître Dayan, le ministère de l'Intérieur a fini par concéder qu'effectivement on pouvait améliorer les choses, et c'est tant mieux. Par quoi on commence exactement? Et d'abord, quel état des lieux vous faites vous-même de la réception des plaintes? Vous avez entendu là ce que je viens de dire? Oui, il y a le chiffre selon les organisateurs et le chiffre selon la police, c'est ça, pour les manifestations. Alors, que vous disent les femmes? Alors, ce que me disent les femmes, sur le refus de prendre la plainte, depuis 2 ans, ça a changé. Depuis le Grenelle, beaucoup de choses ont changé. Enfin, on va dire aussi ce qui va bien. Bien sûr. Voilà, la loi, elle est quasi parfaite. C'est son application qui pose problème, mais les choses ont changé. Des refus de prendre une plainte, j'en ai vu beaucoup, j'en vois de moins en moins. Ensuite, il y a l'accueil. L'accueil, c'est aussi amélioré. Mais il y a encore des dysfonctionnements, évidemment, dans l'audition, dans les conditions de l'audition. Il faut savoir ce que c'est que de porter plainte contre celui qu'on a aimé, qu'on aime parfois encore, qui est le père de vos enfants. Déjà, faire cette démarche, c'est très compliqué. La difficulté, c'est de la faire seule. Il faut que les femmes sachent, ou les hommes d'ailleurs, qu'on peut aller accompagner porter plainte, et ça, ce que j'entends souvent dans les commissariats, c'est « non, vous venez toute seule », alors qu'en réalité, la loi permet un accompagnement d'un tiers, avocat ou pas, d'ailleurs. Et puis ensuite, il n'y a pas seulement l'accueil en commissariat, parce qu'on parle beaucoup du commissariat, des policiers, ils sont en conseil de discipline, très bien, la police fait son travail, mais il y a le parquet. Il y a les procureurs, parce que pour l'instant, dans ce conseil de discipline, l'affaire de Mérignac, parce que ça a été un peu le détonateur. L'affaire de Shahinez Daoud. L'affaire de Shahinez Daoud. Le parquet a dysfonctionné également. Elle porte plainte alors que son mari est en prison, lui envoie des messages violents. Le parquet classe sans suite. Vous savez comment ça se passe quand on classe sans suite? Infraction insuffisamment caractérisée. C'est ça la motivation. On ne le motive pas. Et donc, le parquet n'a pas fait le job. Et ça, je crois qu'il faut le dire. Mais alors, avant de revenir au parquet, donc à la justice, quand même, comment sont formés les policiers et les gendarmes? Est-ce qu'il y a eu un mieux au niveau de la formation pour précisément humaniser cet accueil, peut-être arriver à accéder à l'empathie, un minimum d'empathie? Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je crois que la vérité est au milieu entre ce qui vient d'être dit. Il y a à la fois des accusations très à charge, et puis il y a sans doute peut-être des statistiques un peu embellies. La réalité du terrain... Non, mais les premières statistiques du ministère de l'Intérieur, moi je suis le premier à concéder que ça me paraît trop beau pour être vrai, parce que j'ai travaillé dans des commissariats. Je vais vous dire pourquoi c'est trop beau pour être vrai. Parce que d'abord, les commissariats tels qu'ils sont fabriqués, construits et en désuétude ne permettent pas un accueil correct. On fait travailler des policiers dans des conditions qui fait qu'on prend dans le même local la plainte pour le vol de vélo et la plainte pour la femme victime de violences conjugales.
conjugale. Donc, tant que la puissance publique ne mettra pas les moyens colossaux pour recevoir les gens à part, de façon isolée, sans bruit, comme vous avez dit, qu'on puisse avoir des locaux d'accueil, qu'on forme nos policiers. Vous savez, cette aberration juridique, c'est qu'on donne à des policiers qui débutent dans des commissariats une des matières les plus difficiles, celle de jauger quelle est la parole de la femme. Il ne s'agit pas de juger si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils ne sont pas formés à ça aujourd'hui, ils ne sont pas formés au recueil de la parole. Ils sont de mieux en mieux, ils apprennent de plus en plus les techniques d'audition, tout progresse, mais on part de très loin, et il y a largement des marges d'amélioration. Il faut être très pudique et très modeste là-dessus. Voulez nous faire écouter Valérie Pécresse, parce que c'est un thème qui monte dans la campagne présidentielle et qui, en effet, fait réagir les candidats de tous bords. Donc, je vous propose d'écouter la candidate Les Républicains qui s'exprimait avant-hier sur RTL. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. Moi, je veux une justice spécialisée. Je veux, comme en Espagne, je veux un process singulier où, en 6 jours, les ordonnances sont rendues. Voilà. Parce que quand on va porter plainte pour violence, c'est que les choses sont déjà extrêmement dégradées à la maison et ça ne va pas s'arranger. Oui, Jean-Pierre Rosenveig, elle parle du modèle espagnol qui, en effet, a eu des résultats assez probants. L'un de ces enseignements, c'est d'avoir créé une justice particulière. Est-ce qu'il serait souhaitable de le faire aussi en France? Une juridiction à part pour les violences faites aux femmes? Par démagogie, je pourrais vous répondre oui. Mais ne répondez pas par démagogie, répondez ce que vous pensez encore vraiment. Encore faudrait-il qu'on en ait les moyens. On a déjà pas beaucoup de moyens. Je vous rappelle qu'il y a 6 000 magistrats sur 9 000 qui ont protesté il y a encore quelques semaines sur l'absence de moyens dont ils disposaient pour rendre la justice simplement, dignement. En plus, il faut qu'ils soient plus sensibles à un certain nombre de causes environnementales, violences, ceci, cela. Alors, dans l'utopie, effectivement, on pourrait rêver qu'il y ait des juridictions spécialisées. Mais il faut surtout qu'il y ait des magistrats spécialisés. Il faut qu'il y ait des procédures. Il faut que l'ensemble de la chaîne pénale, depuis le recueil de la plainte qui peut se faire au commissariat, mais qui peut aussi se faire en ligne, qui peut se faire en pharmacie, qui peut se faire à l'hôpital, qui est dans des trop lieux. Il faut démultiplier, il faut libérer la parole et faciliter la parole. Puis en bout de chaîne, il faut effectivement rendre justice dans tous les sens. Sur le plan pénal, sur le plan civil, sur le plan psychologique, à l'accompagnant. Tout ça, c'est un boulot fantastique. On est encore, on est au milieu du gué, on est dans le néolithique. Regardez, les Espagnols ont commencé il y a une quinzaine d'années, on rigolait à l'époque de ce qui se passait en Espagne. Et on en est là où ils en sont. Il va nous falloir 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire cet effort. Et je prends un seul exemple pour vous le montrer. Il a fallu attendre 1995 pour que le viol entre époux soit condamné par les juges. 2005 par la loi. 1995-2005. C'est-à-dire que la femme appartient, on rejoint le débat tout à l'heure, la femme appartient encore à son mari ou à la personne qui vit. Il y a tout un travail psychologique, sociologique, politique à faire. Et après, il y a un problème, effectivement, de moyens, de formation initiale, de formation complémentaire, de formation conjointe, d'articulation. Mais c'est un boulot fantastique. Pour 1 ou 2 quinquennats. Alors, avant que vous réagissiez, Maître Dayan, j'ai vu, parce que vous n'êtes pas démagogue, mais vous pensez le contraire de ce que pense Jean-Pierre Rosenveig. On va s'intéresser avec Thibault Nolte et le Rayon X à Irène Montero, précisément, puisqu'on vient de parler de l'Espagne. Elle est ministre depuis 2019, je crois, de l'égalité en Espagne, et puis c'est le pays cité en exemple en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Son portrait. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Irène Montero, j'ai vos radios sous les yeux, es igual. Vous êtes numéro 2 de Podemos, parti de gauche, rejeton du mouvement anti-austérité des indignés, créé en 2010 après la crise financière, et depuis 2 ans, ministre espagnol de l'égalité. Un Marocain de plein exercice, notamment dédié à la lutte contre un genre de violence dite violence de genre, soit la violence sexiste. España debe seguir siendo un referente internacional de políticas públicas feministas. Si la guerre espagnole au machisme et à ses oripeaux a été déclarée dès 2004, vous poursuivez le combat comme un béret vert en phase d'assaut. Vous vous déclarez psychologue, mère, féministe. Amenez vos chiards au débat télé, allaitez en pleine interview et sanglotez en discourant sur les victimes de violences de genre. 5 types violent une fille de 18 ans, la justice retient l'abus sexuel, bah oui, ça me fait chialer. Dans votre projet de loi sur la liberté sexuelle, un viol sera désormais caractérisé si un rapport a eu lieu sans consentement, alors qu'il était jusqu'ici conditionné à la violence. Si no te apartas, si no pegas, si no arañas, si no empujas, si te quedas quieta, no es una violación. Vous punirez aussi le harcèlement. Et aux inquiets de l'avenir de la galanterie, vous avez décoché. On ne vise pas les compliments plus ou moins heureux des messieurs. On parle de types qui s'installent devant votre fille assise sur un banc public pour se masturber. Je sens que l'image mentale se forme. Les papas commencent à comprendre ?
Punchline et Mandal sont les mamelles de votre destin. Mère, éducatrice, père, déménageur, école alternative jeunesse communiste, début politique en 2004, petit job dans une entreprise d'électroménager et Podemos depuis 2014, dont vous épouserez les idées et le patron Pablo Iglesias. Mais pas toujours la doctrine, puisqu'en 2018, vous vous offrirez ensemble un polémique penthouse avec piscine en banlieue chic de Madrid. Bon, on avait un crédit sur 30 ans, on était surendettés comme nos électeurs. C'est QFD. Ma chère Irène, ne négligez pas la violence faite aux formes. Merci Thibault Nolte. Une question, Anne. Oui, Maître Michel Dayan, vous êtes donc pour une juridiction spécialisée comme c'est le cas aujourd'hui en Espagne? Exactement. Je ne pense pas que ce soit utopique, mais que ce soit pragmatique en réalité, puisque ça marche. Il y a bien des parquets financiers, il y a bien des parquets spécialisés dans le terrorisme. Donc pourquoi pas un parquet, une juridiction spécialisée comme en Espagne, du début à la fin, sur les violences de genre, parce que pour lutter, il y a des spécificités, on en a parlé, c'est dans la famille, il y a des sujets d'emprise, il y a des sujets tout à fait spécifiques, il faut lutter de façon spécifique, donc il faut des juridictions spécifiques qui ne fassent que ça, sachant que, et je parle sous le contrôle, monsieur le commissaire, une plainte sur 5 qui est déposée en ce moment dans un commissariat est une plainte pour violence intrafamiliale. Donc je ne vois pas pourquoi on ne créerait pas une juridiction spécifique. Il suffit de se donner les moyens. En Espagne, 16 € par habitant pour la lutte contre les violences faites aux femmes. En France, ici, 5 € par habitant. Ah oui, on est à la lanterne. Vous n'êtes pas d'accord, David Lebars? Non, enfin, sur les chiffres, c'est pas une sur 5. Il y a certains endroits où il y a une extrême tension sur ce sujet, puis il y a d'autres endroits où, fort heureusement, il n'y en a pas. C'est pas une sur 5, heureusement, sinon on serait dans une situation cataclysmique. Moi, je sur la notion de juridiction spéciale, par contre. Moi, j'irais moins loin, des juges référents spécialisés dans la matière, formés sur cette matière, bien évidemment, parce qu'une juridiction spécialisée, dans certaines villes, dans certaines juridictions, si vous avez 2 parquetiers, si vous en spécialisez un là-dessus pour un contentieux qui, en volume, n'est pas énorme, vous n'avez pas les moyens de traiter mais le reste. Ça ne vaut pas la peine, malgré tout, et mettre les moyens, donc... Les former, les spécialiser sur la matière, mais pas en faire une juridiction d'exception, puisqu'après tout, c'est du droit commun avec des aggravations et des techniques d'enquête particulières. C'est pas une juridiction d'exception. La juridiction antiterroriste, la juridiction financière n'est pas une juridiction d'exception. C'est une juridiction spécialisée, pas d'exception. Quoi, s'il vous plaît? Il y a une juridiction antiterroriste. Oui. Là, s'il fallait qu'il y ait des juridictions de proximité, il y a 170 tribunaux judiciaires en France. Si on voulait qu'il y ait 170 tribunaux spécialisés pour le féminicide, on voit bien les moyens que ça implique. Oui. Allez, on ne va pas se bagarrer. Il faut des magistrats spécialisés, des policiers et des magistrats spécialisés travaillant ensemble. Ça, c'est clair. En tout cas, du grain à moudre. Pour les gens qui nous regardent, merci. Ce débat était passionnant. Merci à tous les 3.